communal. Je vous prie d'excuser Monsieur Chaplin qui va arriver avec un peu de retard. Nous avons reçu également 5 questions orales à inscrire à notre ordre du jour. Y a-t-il d'autres questions liées à des faits récents à inscrire à notre ordre du jour? Pas d'autres questions? Merci. Je vous propose d'aborder alors l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal du 20 avril. Y a-t-il des remarques, des questions? On peut l'approuver à l'unanimité. Merci. Le deuxième point, il s'agit du rapport annuel des remboursements des frais des mandataires communaux pour l'exercice 2025. Donc, sur base de justificatifs, les frais de parcours, formation, séjour qui ont lieu dans le cadre de l'exercice de la fonction peuvent être remboursés. Donc, en 2025, il y a la particularité que certains d'entre nous ont été à peine d'ajeuner dans le cadre du jumelage. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces frais ? Pas de questions, merci. Le troisième point, c'est l'approbation de nos comptes annuels. Compte 2025 qui se clôture avec un boni de 1,6 million à l'exercice propre et au boni cumulé de tous les exercices de 8,6 millions. À l'extraordinaire, mais c'est toujours un peu technique, il y a un résultat en Mali qui est en fait dû au fait qu'il y a un décalage entre les prises de décision et le fait de contracter les emprunts. Et nous avons eu la semaine dernière une commission finance pour entrer dans le détail de l'analyse de ce compte. Je propose que la directrice financière nous fasse un résumé des éléments importants. Merci. Alors, donc le compte 2025 se clôture en boni à l'exercice propre de 1,6 million d'euros et en boni à l'exercice global de 8,6 millions d'euros, après avoir alimenté le fonds de réserve extra pour 1,5 million d'euros. Donc 1,5 million d'euros est davantage que le montant qui était prévu au budget final 2025. Donc ça, c'est la première proposition qui est faite au conseil communal. Donc c'est d'alimenter le fonds de réserve extra pour 1,5 million d'euros contre 1 million inscrit au budget final 2025. La commune dispose également de provisions pour un total de 8,5 millions d'euros. Elle affiche donc un résultat total de 17,1 millions d'euros au compte 2025. Alors, le total des recettes ordinaires au compte 2025 s'élève à 28,4 millions d'euros. Le graphique qui vous est présenté illustre la part des recettes dans le budget communal. Donc, tout d'abord, il y a la fiscalité des additionnels pour 11,7 millions d'euros. Ensuite, nous avons les dotations régionales pour 7,2 millions d'euros. La fiscalité communale représente 3,6 millions d'euros dans le budget communal. Ensuite, nous avons tous les autres subsides, subventions et autres récupérations pour 1,8 million d'euros. Nous avons également la subvention forfaitaire APE pour les emplois donc subventionnés pour 1,5 million d'euros. Toutes les facturations pour 650 000 euros. Les redevances pour occupation du domaine public pour 420 000 euros. Les reprises sur les provisions pour 220 000 euros au compte 2025. Les intérêts créditeurs pour 200 000 euros. Et les dividendes des intercommunales pour 135 000 euros. Ah non, ça ne change pas en même temps. Alors, les dépenses 2025 s'élèvent à 26,7 millions d'euros au compte 2025. Ce graphique donc, illustre maintenant la part de chaque dépense dans le budget communal. Nous avons d'abord les dépenses de personnel pour 12,8 millions d'euros, les dépenses de transfert pour 7 millions d'euros. Dans les dépenses de transfert, on va retrouver tout d'abord la dotation versée au CPS pour 2,7 millions d'euros, la dotation versée à la zone de police pour 2 millions d'euros, la cotisation versée à IGA pour 680 000 euros, la dotation versée à la zone de secours pour 410 000 euros, le subside versé à Pyroline pour 450 000 euros et le subside versé à la crèche pour 150 000 euros. Nous avons également dans le compte annuel les dépenses de fonctionnement pour un total de 3 700 000. Ensuite, nous avons les dépenses de dette pour 3 millions d'euros et les dépenses de provision pour 100 000 euros. Alors, ce graphique va représenter donc l'évolution des résultats à l'exercice global plus les fonds de réserve et provisions de 2011 à 2025. Alors, on voit qu'entre 2014 et 2018, il y a une évolution à la hausse en escalier. Donc, ça représente les différentes aides du CRAC que nous avons reçues en 5 tranches. Ensuite, on voit qu'en rouge, donc, les provisions sont relativement stables.
Puis en bleu, c'est le résultat cumulé de tous les exercices. Et on voit que le boni global donc, est stable suite à l'alimentation du fonds de réserve extra à partir du boni à l'exercice propre. Ceci clôture le compte ordinaire. Ensuite, nous avons le compte annuel avec tous les projets extraordinaires et donc tous les investissements. En termes de nouveaux investissements en 2025, la commune a engagé pour 4,2 millions d'euros qui ont été financés par un prélèvement sur le fonds de réserve pour 1,5 million d'euros, par des subsides pour 200 000 euros et par des emprunts qui ne sont pas encore contractés pour 2,5 millions d'euros. Le fonds de réserve extraordinaire s'élève fin 2025 à 3,7 millions d'euros. Et le compte budgétaire 2025 du service ordinaire présente en effet un résultat négatif de 7,8 millions d'euros qui s'explique par tous les emprunts qui ne sont pas encore contractés à l'heure actuelle. J'ai repris dans le tableau présent donc sur la dia les projets les plus importants qui sont repris au compte annuel 2025. Donc, tout d'abord, il y a les travaux d'isolation au patronage pour 799 000 euros, les entretiens de voirie pour 750 000 euros, la réparation des tours de l'église de Senef pour 414 000 euros, l'achat d'une balayeuse pour 400 000 euros, l'achat de 2 camions pour 202 000 euros, le remplacement de l'éclairage public pour 154 000 euros, les travaux de réfection de trottoirs et places pour 150 000 euros, l'achat de véhicules pour 140 000 euros, l'aménagement cyclable mobilité 12 pour 107 000 euros, l'acquisition d'un bras de fauge pour 84 000 euros et les travaux d'égouttage pour 64 000 euros. Ceci clôture le résumé du compte 2025. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions par rapport au compte? On peut l'approuver à l'unanimité. Voilà, donc on reste dans le cadre qu'on essaie de se fixer, de pouvoir dégager au moins 1 million de boni pour l'investir. Donc ici, on a 1,5 million qui ont permis de faire des investissements pour la commune. Le point 4, c'est le règlement taxe sur la force motrice. Donc ce règlement, nous l'avions adopté ici au Conseil communal de novembre. Il avait été annulé par la tutelle de la région wallonne qui avait comme projet de modifier en profondeur le système de compensation et d'exonération qui a été mis en place dans le cadre du plan Marshall, qui exonère donc en force motrice et en précompte immobilier les différents investissements qui sont faits depuis 2006. La région wallonne a en effet, début de cette année, adopté un décret qui limitait à 5 ans, aux 5 dernières années, ces exonérations, pour finalement, quelques semaines après, geler cette décision sur 2026. Et donc, mais on vous propose de réadopter le même règlement au Conseil en force motrice pour cette année-ci. Un groupe de travail est mis en place au niveau de la région wallonne par rapport aux exonérations. Donc, on l'a adopté expressément que pour 1 an afin de réévaluer en fonction des décisions que la région va prendre. Est-ce qu'on peut approuver ce règlement? Il y a des questions à l'unanimité? Merci. Ensuite, le point, je voulais préciser aussi par rapport à la force motrice que donc la circulaire budgétaire nous invite à exonérer les 10 premiers kilowattheures et donc qu'on continue comme on le faisait précédemment à exonérer les 40 premiers kilowatts SNF. Le point 5, c'est l'approbation de la modification budgétaire numéro 1. Donc, elle ne correspond pas vraiment à ce que j'aurais voulu vous présenter il y a encore 15 jours d'ici. On avait une modification budgétaire qui était en boni de 300 000 euros. On a eu, il y a 15 jours, une annonce de la région wallonne, justement dans le cadre de ces compensations du plan Marshall. Comme je vous disais, ils ont gelé la décision pour 2026. On était donc parti du principe que c'était la même situation que 2025, mais la région, en fait, ne compensera plus la taxe industrielle compensatoire, qui est une taxe communale qui existe dans 10 communes en Wallonie. Et pour nous, ça a un impact vraiment important de 1,4 million. Donc, au moment de vous présenter la modification budgétaire, on a eu cette nouvelle. On a choisi quand même de poursuivre et d'adopter la modification budgétaire pour pouvoir avancer dans les projets prévus, mais avec un sparadrap pour compenser cette perte
en puisant dans nos provisions. Et donc, clairement, mais il faut... l'intention de la région wallonne était, si on ne compensait plus, de redonner de l'autonomie fiscale sur la taxe industrielle compensatoire. C'est pas clair à ce moment-ci, donc on va devoir retourner vers la région wallonne pour voir quelle attitude on peut avoir. Mais donc, en tout cas, on a voulu pouvoir continuer dans les projets en cours et vous présenter quand même cette modification budgétaire. Et donc, on en a discuté en commission des finances la semaine dernière. Et je vais proposer à la directrice financière de vous présenter les grandes lignes de cette modification. Alors, merci pour cette introduction et présentation de la problématique de cette modification budgétaire. Donc, la modification budgétaire est équilibrée au strict équilibre à l'exercice propre et en résultat à l'exercice global de 7,5 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des provisions pour 7,5 millions d'euros également. Donc, en effet, depuis le budget initial 2026, on attendait des précisions concernant les mesures qu'annonçait le gouvernement wallon. Et donc, ce n'est ici que fin du mois d'avril que nous avons reçu l'actualisation de la compensation régionale. Et malheureusement, donc, la commune perd 1,4 million d'euros. Donc, en effet, au compte 2025, cette compensation s'élevait à 3,4 millions d'euros. Donc, compensation qui comblait donc, les pertes pour la commune en termes de précompte immobilier, force motrice et taxes industrielles compensatoires. Cependant, en décembre 2025, un décret est sorti qui a modifié donc, les compensations plan Marshall et donc qui limitait à 5 ans les exonérations et supprimait la compensation pour la taxe industrielle compensatoire. Sauf qu'en mars 2026, un nouveau décret est sorti et a suspendu cette réforme. Et donc la décision de limiter à 5 ans les exonérations n'entrera en vigueur normalement qu'au 1er janvier 2027. Mais par contre, les compensations plan Marshall sont maintenues, sauf pour la taxe industrielle compensatoire. C'est pourquoi il y a une chute conséquente des recettes communales de 1,4 million d'euros. Cette baisse de la compensation régionale, nous avons dû l'intégrer dans la modification budgétaire qui était en effet équilibrée avant cette annonce et en boni. Et donc pour équilibrer au strict équilibre, on a été puisé dans les provisions que dispose la commune en attendant une analyse et une révision du règlement taxe industrielle compensatoire. Alors, regardons aux recettes donc estimées après la MB1 2026, au total pour 29,6 millions d'euros, soit une hausse de 100 000 euros par rapport au budget initial 2026. Donc, quelles sont les variations que l'on va retrouver ici dans cette modification budgétaire ? Tout d'abord, il y a la fiscalité des additionnels, une augmentation de 100 000 euros, parce que nous avons reçu la réestimation de l'impôt des personnes physiques. Ensuite, il y a, concernant la fiscalité communale, une augmentation de 200 000 euros qui est expliquée par l'ajustement du crédit budgétaire concernant la taxe immondice suite au coût vérité et au règlement de taxe qui est passé. Concernant les dotations régionales, comme on l'a dit, donc elles chutent de 1,4 million d'euros ici à la modification budgétaire. Et alors, il y a la reprise sur les provisions qui est majorée de 1 160 000 pour équilibrer au strict équilibre donc cette modification budgétaire. Les dépenses sont estimées après la modification budgétaire numéro 1 à 29,6 millions d'euros, soit une augmentation de 400 000 euros en plus par rapport au budget initial 2026. Il y a une modification en dépenses de transfert, donc 100 000 euros en plus, qui est expliquée par deux éléments. Un, la baisse de la dotation versée à la zone de secours, donc une diminution de 144 000 euros sur base de leur budget. Et la hausse de la cotisation versée à IGA, une augmentation de 241 000 euros, inscrite donc en modification budgétaire. Les dépenses de fonctionnement sont également ajustées à la hausse de 100 000 euros dans le cadre de cette modification budgétaire. Donc, il y a plusieurs articles qui sont modifiés. Donc, tout d'abord, il y aura le traitement des balayures des avaloirs qui est ajouté en modification budgétaire pour 50 000 euros. Nous avons également inscrit des dépenses pour installer des blocs de secours dans les différents bâtiments pour 40 000 euros au total. La prestation de tiers pour les abattages et lagages d'arbres, 30 000 euros en plus. Les frais informatiques sont également majorés de 20 000 euros dans cette modification budgétaire. Les frais de gestion inondation sont également majorés de 20 000 euros, avec une reprise sur provision. Il y a également la majoration des contrôles des machines et des engins pour 16 000 euros en plus.
et des frais d'études pour 10 000 € en plus. Il y a également dans cette modification budgétaire des ajustements à la baisse, comme l'achat de matériaux pour 5 000 € en moins et les entretiens de véhicules pour 20 000 € en moins. Et alors, dans cette modification budgétaire en dépenses, il y a également la dette qui est majorée de 200 000 €. Ajustement donc sur base du compte 2025 et des projets 2026, et donc toute la dette qui n'est à l'heure actuelle pas encore contractée. Ensuite, nous avons le budget extraordinaire 2026. Et donc, dans le cadre de cette MB, il y a de nouveaux projets qui sont inscrits, dont certains, donc je n'ai pas repris toute la liste, mais nous allons retrouver donc les travaux d'assainissement du centre de Senef pour 200 000 €, le projet migration Microsoft pour 100 000 €, l'entretien des toitures de l'école de Senef pour 160 000 €, l'entretien de toiture plate de l'église de Feluy pour 15 000 €, le remplacement de menuiserie des écoles pour 60 000 €, l'achat de poubelles publiques pour 30 000 €, l'achat de jeux ludothèques pour 2 000 €, l'achat de radars préventifs pour 15 000 €, des honoraires coordinateurs sécurité pour les travaux pour 15 000 €, l'achat d'une machine pour faire les peintures routières pour 20 000 €, et alors le remplacement revêtement sol au co-accueil pour 15 000 €, ainsi que l'achat d'une grue fossoyeur pour 50 000 €. Ça, ce sont des nouveaux projets inscrits dans la MB. Et puis alors, il y a également tous les projets déjà inscrits, donc présents au budget initial, qui sont modifiés dans le cadre de cette MB1. Donc il y a des projets antérieurs à 2026 qui sont modifiés, mais également des projets de 2026, comme l'achat de véhicules, majoration de 150 000 €, le remplacement de la toiture à l'école de Bon Conseil, une majoration de 80 000 €, la rénovation de la chaufferie à l'école de Famille Heureux, une majoration de 60 000 €, et l'installation d'un confort thermique à la maison communale. Là, ce projet est supprimé dans le cadre de cette MB1. Voici. Merci pour cette présentation. J'imagine que ça fera l'objet de remarques et de questions. Pas de remarques, pas de questions? Je ne vois pas de main qui se lève. Monsieur Carpin. Merci, bonsoir à tous. Vous m'aviez invité à la commission des finances à apporter ma critique sur le gouvernement wallon. Je ne vais pas m'en empêcher après ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on sera tous d'accord. Donc, pour résumer un peu la chose, c'est 1,4 million qui nous sont retirés de manière injuste, puisqu'on est, comme vous l'avez précisé, Madame Labrousse, une des communes industrielles parmi quelques-unes qui sont touchées par cette réforme qui n'est pas encore très claire, évidemment, puisque personne ne sait comment on va être mangé. Et je voudrais préciser quand même 3 éléments. 3 éléments parce qu'aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle une atteinte à la solidarité territoriale, puisque, étant une commune industrielle, on assume aussi des charges spécifiques liées à cette réalité, comme la pression sur nos infrastructures, j'en passe, et des meilleurs. Et aujourd'hui, cette solidarité n'est plus respectée par la faute du gouvernement wallon et maire engagé. En ce qui concerne la prévisibilité budgétaire également, elle est touchée par l'action de ce gouvernement. Et Madame la directrice financière vient de le souligner, qu'on nageait encore dans une mer chaotique et on ne sait pas où elle va nous mener. Et ensuite, c'est une charge de transfert vers les pouvoirs locaux. Très clairement, c'est une fuite de responsabilité de ce gouvernement. Et je vous invite tous et toutes à soutenir via les contacts que vous pourriez avoir avec les députés wallons, puisque le PS vient de déposer un décret demandant justement que l'exonération soit de 10 ans pour le précompte immobilier plutôt que de 5, ce qui permettrait à Senef de vivre de manière un peu plus confortable. J'invite également le collège à demander des précisions au ministre de tutelle, parce que on parle ici d'une enveloppe fermée, mais personne ne sait comment les arbitrages sont faits. Je ne sais pas s'il y a une proportionnalité ou pas. Et donc, je pense qu'il faudra avoir ces renseignements-là également. Et je pense que les déclarations du ministre-président de ce week-end ne vont pas non plus nous rassurer, puisqu'il a annoncé, comme le gouvernement fédéral finalement, toutes les mesures qui sont prises par ces gouvernements des droites ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, la dette se creuse, le pouvoir d'achat des gens et des pouvoirs publics diminue, et le système ne fonctionne pas. Et donc, comme j'ai dit à la commission des finances, c'était quand même plus agréable quand on avait affaire à des poètes.
D'autres réactions? J'ai oublié de terminer en disant qu'on voulait se montrer tout à fait solidaire avec l'administration communale et la majorité. Donc nous allons voter en faveur de cette modification budgétaire de manière, je ne vais pas dire exceptionnelle, mais pour montrer vraiment notre solidarité avec les difficultés que nous pouvons rencontrer. Monsieur Skeis. Simplement pour dire que mon collègue, M. Carpin, a dit l'essentiel. Je n'ai pas de commentaires en plus à ajouter. Mais donc, pour répondre à votre interpellation, on est aussi, enfin, sur la prévisibilité budgétaire, on est en effet fort secoué depuis le début de cette année entre ce projet de décret qui est suspendu, mais pas tout à fait, parce que on ne rend pas l'autonomie aux communes, mais on ne les compense pas. Je n'ai pas connaissance du projet de décret du PS, mais exonérer à 10 ans ne changera rien à la situation qu'on évoque là maintenant. Le problème ici, c'est que la taxe industrielle compensatoire n'est plus compensée alors qu'elle est exonérée. Que ce soit 5, 10, 20 ans, c'est pas ça la question. C'est le fait qu'il y ait une décision de la région qui prive la commune d'une recette et qu'il n'y ait pas de compensation dans le chef de la région. Donc, la solution, mais voilà, qu'il faudra aussi peser, même si l'autonomie fiscale est rendue aux communes, ben, si on devait reporter tout ce poids-là sur nos entreprises, c'est une vraie question qu'on doit se poser aussi. Donc, en tout cas, la grosse difficulté dans laquelle nous met la région, c'est le manque de temps pour mettre en œuvre des modifications. Et je peux encore envisager qu'on modifie notre façon de fonctionner, mais dans un délai si court, c'est vraiment très inconfortable. Et voilà, je ne manquerai pas de le relayer au niveau de nos députés régionaux et ministres régionaux. Monsieur Carpin. Oui, juste ajouter qu'effectivement, le décret prévoit non seulement l'exonération à 10 ans, mais également une compensation intégrale aux communes. Donc, vous pouvez insister en plus maintenant. Voilà, donc pour cette modification budgétaire qui en amènera très certainement une autre, mais dans le délai qu'il nous faudra pour créer les contacts et répondre à ce défi qui nous est lancé. Est-ce que qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité. Merci pour la solidarité. Ah, pardon. Ah, il y a à l'unanimité des personnes présentes. Le point 6, il s'agit d'un accord de partenariat entre l'association Réseau et la commune de Senef. Monsieur Cog, Guéchemin de la Jeunesse. Merci Madame la Présidente, bonsoir à tous. Donc, dans un des nombreux projets du PST, le service jeunesse a pour mission de mettre en place des mesures de prévention pour lutter contre l'isolement et le mal-être des jeunes. Pour ce point, nous vous demandons votre accord pour signer un partenariat avec Réseau. Donc Réseau, ça veut dire le réseau inouïe pour l'épanouissement et la santé mentale des enfants, des adolescents et usagers assimilés. Ce n'est pas juste une ASBL, mais un ensemble de professionnels spécialisés dans ce domaine. Donc, évidemment, des psychologues. Concrètement, un travail entre le service jeunesse, la maison des jeunes, le CAB et Réseau se fera pour pouvoir accueillir des jeunes qui seront demandeurs d'aide dans un local approprié, et nous pourrions aussi envisager la mise en place d'une permanence à la maison des jeunes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, Monsieur Skeis? Simplement de dire qu'effectivement, la poursuite de ce programme est vraiment intéressant quand on voit malheureusement le mal-être des jeunes. C'est vraiment important de pouvoir leur apporter un soutien. Merci. On peut l'approuver alors à l'unanimité. Le point 7, il s'agit du règlement communal relatif à l'octroi des subventions en numéraire et en nature. Donc, nous avions évoqué le sujet dans nos questions du dernier conseil communal. Chaque année, nous donnons des subsides en nature et en numéraire. Il y a un règlement qui réglait les subsides en nature. Les subsides en numéraire étaient réglés par une décision du conseil communal chaque année
de fixer les montants. Donc ici, déjà au dernier conseil communal qui a adopté les subsides, on avait un petit peu changé le fonctionnement dans le sens qu'on avait choisi d'exonérer de justificatif toutes les associations qui recevaient un subside de 500 €. On se rend compte en effet que c'est une lourdeur administrative pour toute une série de justificatifs qui ne permettent pas vraiment de voir si l'objectif est rencontré. Donc on a plutôt fonctionné pour chaque association en fixant une finalité au subside. Et donc, si la finalité est rencontrée, en dessous de 500 €, le subside est octroyé d'office. Au-delà de 500 €, il est octroyé sur base des justificatifs par rapport à cette finalité. Et donc ici, on traduit ça dans un règlement en complément des subsides en nature. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Carpin? Oui, juste une précision pour l'article 8.1. Vous parlez que l'octroi d'une subvention est subordonné, je résume, au fait que les activités de l'association soient en adéquation avec la politique générale de la commune. Est-ce que vous pourriez préciser politique générale de la commune? Mais donc, enfin, ça c'est au moment où on fixe la finalité, il faut que la finalité soit d'intérêt communal et d'intérêt communal. J'ai pas d'exemple en tête, mais je veux dire, si une association décide de faire une activité, mais qu'on n'estime pas au niveau du collège ou du conseil que ça justifie un subside, l'activité pourra s'organiser, mais ne fera pas l'objet d'une subsidiation communale. Vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'Alternative Citoyenne, dont on a reçu un mail il y a quelques temps, où visiblement la subvention numéraire a été refusée. Mais quel est le motif de ce refus? Pourquoi pas eux et pourquoi d'autres? Mais donc, pourquoi pas eux? Et après, il faudra voir quand d'autres, si d'autres ont une activité similaire. Mais donc, Alternative Citoyen, c'est quelques membres qui adhèrent à une association, qui choisit de faire un repas pour gagner de l'argent. Donc là, il n'y a pas de raison de subsidier une association qui fait un repas pour gagner de l'argent. Et à côté de ça, qui offre des colis à ses membres. Il n'y a pas de raison non plus de subsidier l'octroi de colis à des membres d'une association et qui organise avec ses membres un voyage. Et donc, si toutes les personnes qui réunissent quelques amis se disent on va demander un subside pour offrir des cadeaux à nos membres et faire un voyage, pour nous, ça ne rentre pas dans les objectifs d'octroi de subsides communal. Ok, merci. On analysera quand il y aura le tableau des subventions. Ah oui, il est passé au conseil communal de novembre et il a été voté à l'unanimité du conseil communal. Mais si c'est un nouveau règlement, donc je suppose qu'il va y avoir une adaptation des montants de l'année prochaine. Puisque c'est un règlement pour les avantages en nature et pour les subventions numéraires ici. Oui, tout à fait. Donc on verra à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce règlement? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Le point 8, il s'agit de la charte qui encadre l'utilisation de l'IA par le personnel communal. Donc l'intelligence artificielle va être de plus en plus utilisée dans le cadre du travail administratif, que ce soit pour rédiger des documents, résumer des informations, même créer des images ou faciliter d'autres tâches. Et donc, c'est une obligation d'adopter dans chaque structure une charte par rapport à cette utilisation. On vous propose ici une charte qui seront basées sur les principes essentiels de savoir que l'agent reste responsable évidemment de son travail, qu'il ne peut pas introduire de données sensibles ou confidentielles dans un outil d'intelligence artificielle et qu'il doit toujours vérifier les contenus générés et l'utiliser donc de manière professionnelle.
Et comme cette charte a vocation à évoluer rapidement, on liste par exemple une série d'outils qui ne peuvent pas être utilisés. On vous propose de déléguer au collège la compétence de la mise à jour de l'annexe de cette charte pour plus de flexibilité. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Skeis. Oui, merci Madame la Présidente. Par rapport aux différentes plateformes que l'on retrouve dans les annexes, on constate qu'une grande majorité sont situées aux États-Unis. Et nous, ça nous pose un problème dans le sens que toute une série de données peuvent être transmises directement vers le sol américain. Et à contrario d'entreprises et de plateformes qui sont en Europe, qui, elles, doivent suivre strictement les règles au niveau européen, nous avons quand même des craintes par rapport à des détournements d'informations pour lesquels on n'aurait plus aucun contrôle. Et donc nous, on souhaiterait plutôt favoriser des plateformes dites européennes, qu'elles soient françaises, belges ou quoi, où là on est certain, enfin certains en tout cas beaucoup plus qu'avec une société américaine, que la législation et la réglementation sera appliquée, notamment pour la protection des données, et ne pas pouvoir les utiliser à des fins commerciales. Donc voilà, par rapport à ce point-là, nous souhaiterions plutôt privilégier l'utilisation d'outils en provenance de l'Europe. Nous avons également quelques questions de compréhension. Donc, dans le sens, il est mis respecter des règles de sécurité informatique définies par le service informatique en cas de doute, informer celui-ci de tout comportement inhabituel ou dysfonctionnement d'un outil utilisé. Qu'est-ce qu'on entend par d'un outil dysfonctionnement utilisé? Mais donc, s'il devait observer le moindre problème, une réaction qui semble anormale, c'est de le relayer vers le service informatique. De la même façon, quand on a du phishing, des mails avec des pièces jointes, elles sont relayées vers le service informatique, c'est d'avoir la même vigilance vis-à-vis de l'IA. Ok, parfait. Dans le cas d'un doute, donc, il faut contacter le référent IA ou le responsable informatique. Quelles sont les formations prévues ou déjà reçues et quels sont les outils qu'ont ces référents justement pour pouvoir prendre une décision réfléchie et correcte par rapport à une situation nouvelle? En tout cas, ils se sont formés. Après, vous donner la liste des formations, je peux vous la Non, transmettre. le but, je c'est ne pas la connais de pas. savoir effectivement s'ils ont déjà eu toute une série d'informations préalables pour pouvoir gérer des situations pour lesquelles Donc, au sein du service informatique, il y a une personne qui est plus spécifiquement orientée intelligence artificielle, qui a suivi une série de formations et qui est donc le référent dans cette thématique. Et en cas de problème, ces gens-là peuvent se référer à qui d'autre si jamais eux n'ont pas la réponse à une situation? Ça dépend du type de problème, mais par exemple, l'Union des villes et communes de Wallonie ont organisé toute une série de formations sur l'intelligence artificielle et il y a un expert qui travaille avec l'Union des villes et communes de Wallonie, donc ce serait en tout cas un premier point d'entrée. Il y a aussi le réseau des informaticiens communaux, le RIC, qui peut être aussi un point d'échange avec d'autres informaticiens d'autres communes. Donc ça, c'est déjà deux pistes qui sont possibles. Et alors, qu'est-ce qu'on entend également dans le texte? Il est marqué signalement d'un contenu problématique, notamment des messages trompeurs. Comment peut-on savoir en fait qu'un message est trompeur? Puisque avec l'IA, il y a tellement d'informations qui peuvent circuler, à un moment donné, c'est justement difficile de pouvoir se dire si l'information est correcte, si c'est pas trompeur. Sur quoi peut-on se baser en fait maintenant? De vérifier ses sources, ses informations, de croiser. Voilà, c'est d'être. Enfin, déjà sans l'IA, quand on fait des recherches sur Internet, il faut rester critique et être critique par rapport à la source de l'information. Et alors, une dernière question, il est repris également que l'intelligence artificielle, c'est pour permettre une plus grande proximité auprès des citoyens. Dans quel sens? Parce que je ne vois pas le lien entre l'utilisation de l'intelligence artificielle et la proximité aux citoyens.
Directement, je vous rejoins sur la proximité, ça va pas, mais c'est en tout cas un outil qui va permettre de mieux répondre et de mieux, de gagner du temps dans toute une série de tâches au quotidien. Enfin, pour nous, on va s'abstenir sur ce dossier parce qu'on considère que justement, par rapport notamment à l'origine des différentes plateformes, on trouve qu'il y a un risque trop important. Le projet peut être intéressant, mais nous trouvons qu'il y a un manque de garantie, à moins que maintenant vous décidiez effectivement de ne prendre que des plateformes originaires d'Europe, pour lesquelles on a beaucoup plus de garanties légales. Mais donc, il y a un travail qui est en cours pour s'équiper d'une intelligence artificielle propre. Ici, c'est vraiment de mettre un cadre, parce que dans les faits, comme tout le monde, enfin, comme la plupart des personnes dans leur vie privée ou autre, les agents font appel de temps en temps à l'IA. Et donc, le but était vraiment de mettre un cadre par rapport à cette utilisation. Maintenant, aussi bien l'intercommunal Limio qui développe des logiciels pour les communes est en train d'introduire des outils d'intelligence artificielle dans les logiciels. Et là, il se base sur Mistral, qui est donc français. Et au niveau de la commune, on est en réflexion sur... On va d'abord voir ce qui va être mis en place par IMIO dans les logiciels d'IMIO qu'on utilise. Mais sinon de pouvoir aussi s'appuyer sur une intelligence artificielle propre à la commune de Senef. Donc ça peut être aussi quelque chose d'évolutif, je suppose. Ah, ce sera évolutif, c'est pour ça qu'on vous dit, enfin on vous propose en tout cas pour l'annexe de déléguer au collège la mise à jour de l'annexe, parce que c'est quelque chose qui va devoir évoluer au fur et à mesure. Oui, parfait. Et j'ai encore une dernière question. Sur la plupart des sites, il y a possibilité d'avoir des éléments qui sont gratuits, et pour d'autres, c'est payant. Qu'est-ce qu'on envisage? On envisage d'utiliser cette plateforme sur l'aspect gratuité, ou bien de prendre des contrats? Pour le moment, il n'y a pas de contrats qui sont pris. Maintenant, comme on l'a évoqué justement dans la modification budgétaire, il va y avoir, on va passer à Microsoft 365. Et donc là, il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont aussi intégrés. Donc voilà, on ne va pas les acheter en particulier, mais ça fait partie d'un package d'outils. Parfait. Merci pour vos réponses. Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote pour? 19 pour. Le point 9, il s'agit d'une convention dans le cadre de la collaboration avec les bibliothèques de la province de Hainaut. Monsieur Cog, chef des bibliothèques. Oui, merci. Donc, il s'agit ici du renouvellement donc, de la convention entre la province du Hainaut et le réseau des bibliothèques de Senef. En résumé, celle-ci nous permet d'avoir accès au prêt de livres interbibliothèques, au service Bibliobus pour les écoles libres et communales de Feluy. Et nous pouvons aussi avoir accès à du prêt de matériel, d'outils d'animation ou la mise à disposition d'animateurs. Donc la convention est conclue pour une période d'1 an, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2031. Merci. Est-ce qu'il y a Monsieur Skeis? Oui. Monsieur Lichon, je n'ai pas bien entendu que vous faisiez référence, donc c'est bien à Bibliobus, donc ce projet. Oui. Okay. Donc c'est le bus qui va de village en village, et donc il dessert Feluy pour les 2 écoles. Parfait, c'est bien comme ça que j'avais compris alors. Merci. D'autres questions sur ce point? On peut passer au vote. On peut Décidément, c'est... Donc, nous avons 1, 2, 3 absents à 18 qui votent contre, qui s'abstient, qui vote pour, 18 pour. Merci. Le point 11, il s'agit de l'Assemblée générale de l'intercommunal d'Orez qui se réunira le 21 mai à 10h30 avec à son ordre du jour la présentation... J'ai oublié le 10. Ah voilà. J'ai oublié le 10.
Le numéro 10, il s'agit du renouvellement de la convention liant la commune de Senef au Centre culturel central pour l'année 2026. Madame de Gifos, qui a la compétence de la culture. C'est comme chaque année, hein, on vous propose de refaire cette convention avec Centrale qui nous permet en fait de bénéficier de 125% du montant. Donc, c'est intéressant. Alors, à 18, on peut considérer que c'est approuvé à l'unanimité. Merci. Le point 11, il s'agit de l'Assemblée générale de l'intercommunale Orez qui se réunira le 21 mai avec à son ordre du jour la présentation de son rapport annuel, de ses comptes, la décharge aux administrateurs et réviseurs, une modification statutaire, le transfert des réseaux de Namur et de Gèves et l'actualisation de la liste de ses associés. Nos représentants sont M. Chaplin Dujardin et Mme Ntino Matondo, Michel et Sadella. Et dans le cadre de la transparence à l'égard des associés, Orez met tous les documents à disposition des mandataires des citoyens sur son site internet. Est-ce qu'il y a des questions? On peut approuver à 20. Approuvé à 20 à l'unanimité. Merci. Le point 12, c'est l'Assemblée générale d'Imio avec un ordre du jour assez semblable qui se réunira le 2 juin à 18h. Et donc approuve le rapport d'activité de gestion, le rapport des contrôleurs, les comptes annuels, la décharge aux administrateurs et aux contrôleurs, la délégation au conseil d'administration et la fixation des rémunérations et jetons de présence des administrateurs. Nos représentants sont Monsieur Kog et Madame Mabi, Janssen, Sadella et moi-même. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On peut approuver à l'unanimité de 21 cette fois-ci. Je pense que c'est la première fois depuis l'ouverture de la séance. Le point 13, il s'agit de l'Assemblée générale des Jardins de Wallonie qui se réunira le 3 juin à 19h avec le rapport de l'organe d'administration et du commissaire, les comptes annuels, la décharge aux administrateurs et aux commissaires, le rapport de rémunération, nomination et démission d'administrateurs et l'approbation du procès-verbal. Nos représentants sont M. Charlier Clérings Dujardin et Madame Janssens et Le Seigne. On peut approuver à l'unanimité. Merci. Alors, le point 14, il s'agit de la présentation des comptes et bilans 2024 de l'ASBL des associations des parents de Senef. Madame Donnet, en charge de l'accueil extrascolaire. Merci Madame la Présidente. Bonsoir à tous et toutes. Le rapport a été rentré justifiant les dépenses suivant la convention que l'on a avec l'association des parents des enfants de Senef et relative à l'accueil extrascolaire. Donc on a reçu le bilan et les comptes et le rapport d'activité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On peut... ça y est, pas de vote. C'est une prise de connaissance. Le point 15, il s'agit là de la présentation des dépenses pour l'année 2024 de l'association du comité scolaire des écoles fondamentales libres de Senef. Madame Donnet. Donc pareil, l'association du comité scolaire des écoles fondamentales libres subventionnées de Senef a rentré son dossier justifiant les dépenses pour l'année 2024 et donc suivant la convention relative à la surveillance des temps de midi et à la sécurité aux abords des écoles. Les questions? Merci. Le point 16, il s'agit de la réformation du compte 2025 de la Fabrique des Lys Saint-Cyr et Julite à Senef. Monsieur Dujardin, échevin des cultes. Oui, ben donc il s'agit du compte, donc c'est un exercice traditionnel. C'est un exercice qui se clôture avec un boni conséquent pour la Fabrique d'église de Senef, qui s'explique par différents éléments.
Il y a un premier élément, c'est un boni du compte 2024 qui est bien supérieur à ce qui était prévu au budget. Il y a des remboursements au niveau énergie qui sont importants de l'ordre de 24 000 euros. Et c'est un sujet sur lequel on relèvera d'ailleurs auprès de la fabrique d'église, vu les montants, et des dépenses qui sont également inférieures à ce qui était prévu. On notera aussi également qu'il y a des modifications qui sont dues. Vous vous souvenez, en 2025, il y avait l'absorption de la fabrique d'église de Famille Heureux par la fabrique d'église de Senef. Et donc, ça a amené des modifications budgétaires et donc des modifications au niveau des comptes et également au niveau du budget extraordinaire, puisqu'en 2024, on avait adopté deux budgets, un pour la sonorisation de l'église et un deuxième pour la grande PMR. Ce sont des projets qui prennent du retard parce que par rapport aux estimations qui avaient été faites initialement, il y a eu des évolutions notamment importantes au niveau des budgets. Et donc, vous vous souvenez qu'il y avait notamment une modification budgétaire qui avait été proposée pour la rampe PMR d'un montant de 130 000 euros qui avait été refusé ici par le conseil communal. Il y avait un recours qui avait été introduit par la fabrique d'église, mais donc on a eu gain de cause sur ce dossier. On repart donc, je dirais pas d'une page blanche, mais on repart pour des discussions concernant cette rampe pour un budget évidemment inférieur aux 130 000 euros et plus en raccord avec les montants qui étaient initialement prévus. Et donc à l'extraordinaire, il y a juste un montant de 3 478 euros qui est inscrit et qui correspond aux honoraires de l'architecte pour cette rampe PMR, qui est un montant évidemment utilisé puisque les plans existent et on va continuer à travailler sur cette base. Merci. On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui vote pour? 18 pour. Merci. Alors, mais ceci clôture les points qui étaient initialement prévus à l'ordre du jour du Conseil communal, comme depuis le début de cette année. Il y a le point 17 encore. J'ai pas fait Les châssis. Décidément. Avec tous les mouvements, je suis... Voilà. Le point 17, il s'agit du cahier des charges pour le remplacement des châssis. Monsieur Dujardin, je fais des travaux. Oui, donc c'est un cahier des charges pour le remplacement de châssis dans 3 écoles de l'entité. Et donc c'est sur base d'un état des lieux qui est fait par le service travaux. Et donc c'est un suivi dans l'entretien de nos bâtiments et de nos 3 écoles. Voilà, donc maintenant on a clôturé l'heure du jour et je propose de céder la parole à la présidente du CPS comme depuis le début de cette année pour faire un point sur la réforme du chômage. Merci donc toujours pour votre intérêt sur l'évolution des chiffres du chômage. Bien, ils sont relativement stables et donc je me propose de vous faire un bilan bien complet en septembre. Comme ça, on sera au terme de la vague qu'on attend au mois de juillet. Pour vous dire, on avait dédoublé les permanences pour le mois d'avril. On est revenu à une seule permanence pour le mois de mai. Donc, tout est stable et je ferai un point plus approfondi en septembre si ça vous intéresse toujours. Merci. Je vous propose alors maintenant de passer aux questions orales. La première question est posée par Madame Mabi au sujet d'un permis de 4 éoliennes. Oui, bonsoir. Nous avons appris récemment que la région wallonne a octroyé un permis pour la construction et l'exploitation d'un parc de 4 éoliennes qui atteindrait près de 230 mètres de haut et qui serait à cheval sur les communes de Nivelles et de Senef, dont une qui serait sur Petit-Relais-Nivelles. Alors que notre territoire subit déjà une forte pression liée à la multiplication des infrastructures éoliennes, de nombreux habitants s'inquiètent d'un risque croissant d'encerclement paysager de notre commune. Et donc, ma question était de savoir si le collège envisageait d'introduire un recours contre cette décision ou si ça restait comme ça. Merci, Madame Jensen. Pour répondre de manière courte, oui, nous avons pris la décision d'introduire un recours contre le permis qui a été délivré, notamment en raison de toute une série d'éléments qui n'ont pas été pris en compte au niveau des fonctionnaires délégués techniques par rapport à nos demandes. Et en ce qui concerne l'inquiétude des riverains, les éoliennes qui font 230 mètres à l'impact paysager, ainsi que l'effet d'encerclement notamment. Merci.
La deuxième question de Monsieur Carpin porte sur la dégradation au parc de l'Amitié. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, fin avril, des dégradations ont été constatées au parc de l'Amitié à Famille-Heureux et sans ambiguïté, nous condamnons évidemment fermement ces agissements et espérons que les auteurs seront découverts et punis sévèrement. Néanmoins, nous nous étonnons que cet endroit très fréquenté ne soit pas couvert par des caméras de surveillance. Le collège peut-il nous expliquer pourquoi cet endroit n'est pas surveillé par ces caméras de surveillance? Oui, donc en effet, place de Famille-Heureux, il y a une caméra qui est prévue, mais elle est commandée, mais elle n'est pas encore, enfin, elle est même reçue, mais il manque encore des éléments, donc elle n'était pas installée au moment des faits. Peut-être pour vous expliquer un peu l'approche qu'on adopte au niveau du déploiement des caméras sur le territoire de la commune. Donc, on a identifié 4 thématiques pour lesquelles les caméras pouvaient être un support. Et pour chacune d'elles, on a évalué avec les interlocuteurs respectifs l'opportunité ou pas de placer des caméras. Donc, les 4 thématiques, c'est la couverture de l'espace public de manière générale, les manifestations ou événements, tout ce qui est déchets et incivilités, et les infrastructures communales. Donc, pour les 2 premières thématiques, on a eu une réunion avec la police et il est ressorti des échanges qu'il n'y avait pas de raison à Senef de déployer des caméras de manière nombreuse dans l'espace public. Il n'y a pas d'endroit névralgique qui justifie pour la police qu'il y ait une surveillance spécifique non plus. Pour les manifestations et événements non plus, il y a quand même encore une réflexion qui est en cours par rapport aux caméras NPR. Donc, c'est les caméras qui lisent les plaques des véhicules. Et donc là, on a encore une réunion cette semaine-ci par rapport à l'opportunité ou pas de s'équiper de caméras NPR aux entrées stratégiques de la commune. Pour tout ce qui est déchets et incivilités, on dispose déjà de caméras, mais le visionnage de ces images est assez chronophage et donc on est en réflexion sur comment mieux exploiter ces images grâce à l'intelligence artificielle, justement pour réduire le temps de visionnage. Et donc si on parvient à gagner du temps de visionnage, on pourra envisager éventuellement d'équiper davantage d'endroits pour tout l'aspect déchets, incivilités. Et puis la quatrième thématique, ça a fait l'objet aussi d'une réunion avec les services communaux là, pour la surveillance d'infrastructures communales. Et donc, ont été retenus, entre autres, une série de bâtiments et d'écoles qui sont déjà équipés, mais il y a par exemple un déploiement plus important qui est en cours au niveau du dépôt communal à côté du parc à conteneurs. Et il y a la place de Famille-Heureux qui est prévue aussi pour cette année-ci. Voilà en gros quelle est la philosophie dans le déploiement de caméras. Donc, on ne va pas surveiller toutes les places de village, mais certaines infrastructures communales qui font l'objet de dégradation sont en effet surveillées par caméra. Merci pour vos explications, qui m'étonnent un peu parce que si on fait un retour dans les points des différents conseils communaux ces dernières années, en 2019, on parle déjà d'installation d'une caméra à la place de Famille-Heureux. En 2020, même chose. Et puis en 2022, de nouveau. Et puis on s'aperçoit, on nous dit aujourd'hui, il manque une pièce pour installer la caméra. Donc je la trouve un peu légère, votre explication, je dois le reconnaître. En effet, c'est un projet qui date déjà d'il y a un moment. Alors, on a eu différents problèmes par rapport à l'installation de ces caméras. Il y a eu d'abord la problématique d'une alimentation électrique et on a eu de nombreuses discussions avec Ores pour arriver à solutionner ce problème. Donc, c'est en effet quelque chose qui a été retardé à plusieurs reprises. Alors, je ne sais pas vous dire exactement depuis quand ça date, mais ça date de plusieurs années. À mon avis, 2019, ça doit être peut-être l'inscription budgétaire du projet, mais c'est en effet quelque chose qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Cela dit, on a d'autres éléments, entre autres de témoignages, qui peuvent aider.
aux endroits dans le centre de Senef où on a des caméras, à ma connaissance, ça n'a jamais permis d'élucider vraiment des dégradations parce que il se fait que les personnes qui dégradent et en présence de caméras ont en général le réflexe de se couvrir et donc voilà, il ne faut pas non plus penser que les caméras sont les solutions à tous les problèmes. À ma connaissance, on n'a pas pu élucider vraiment beaucoup de situations grâce aux caméras. La troisième question de Madame Sadella porte sur des endroits pour les étudiants dans le cadre de leur blocus. Bonsoir à tous. Donc, les communes de Binche et la Louvière ont déjà annoncé les prochains endroits de blocus pour nos étudiants. Donc, j'aimerais savoir si le collège peut nous informer sur des solutions proposées dans notre commune. Oui, Monsieur Cog, chemin de la jeunesse. Oui, merci pour la question. Donc, ça fait déjà plusieurs années, en fait, depuis l'époque Covid, qu'un local est mis à disposition à la Maison des Jeunes, où là, donc, le jeune qui veut se retrouver au calme peut venir quand il veut. Il y a 3 ordinateurs disponibles avec Internet et aussi moyen d'imprimer donc les documents qu'il a besoin d'imprimer. Et donc le local est aussi disponible même en dehors de la période blocus des examens. Si vraiment ils ont besoin, ils peuvent prendre contact avec la coordinatrice et ils trouveront de quoi l'accueillir, les accueillir. Merci. La quatrième question par Monsieur Clérings par rapport aux alarmes intempestives dans différents bâtiments communaux. Oui, merci Madame la Présidente. Le mois passé, la question des alarmes intempestives dans divers bâtiments communaux avait été abordée. L'échevin en charge des travaux avait affirmé que le problème était connu des services et qu'une solution allait être trouvée. Hélas, à ce jour, d'après les riverains, depuis 2 semaines, l'alarme recommence à s'enclencher de jour comme de nuit, troublant la quiétude et le sommeil de nos concitoyens. Certains ont même décidé de porter plainte. Le collège est-il conscient que le problème n'est pas résolu, comme l'a annoncé l'échevin le mois passé, ou quelles sont les solutions que vous comptez apporter de manière assez urgente et pérenne pour les citoyens? Merci. Merci, Monsieur Dujardin. Oui, merci beaucoup. Oui, on est bien conscient de la problématique. D'ailleurs, on a revu un certain nombre de choses, notamment en termes de procédures de remontée d'informations. Donc, en règle générale, quand les systèmes de surveillance fonctionnent, c'est la garde qui intervient. Et donc, à ce niveau-là, on a déjà convenu, et c'est en place, qu'il y ait une remontée d'informations qui soit plus directe au niveau des services de garde par rapport aux services travaux au niveau des services techniques, pour nous permettre d'identifier quand il y a vraiment des problématiques qui sont redondantes, qui se répètent et sur lesquelles il faut, je dirais, se pencher de manière plus attentive pour essayer d'identifier les problématiques. Donc ça, c'est en termes de procédure en interne. En effet, on espérait que la solution soit trouvée pour le stade Plaine-Vaux. On avait identifié le type de déclenchement et donc on avait identifié notamment un problème d'usage, j'avais dit au niveau des utilisateurs des espaces. On avait fait remonter l'information, on avait sensibilisé sur le fait qu'il fallait bien se conformer finalement aux procédures, veiller aussi à la bonne utilisation du système d'alarme. Apparemment, et ça je vais expliquer aussi, c'est multifactoriel, ce type de déclenchement. Donc ici, c'est un autre type de problématique. Apparemment, ce serait des souris. Enfin, on essaye d'identifier. Enfin, en tout cas, ce serait des souris. Donc, on a déjà demandé de placer des pièges pour essayer de neutraliser et de résoudre le problème, parce que ça reste un problème de toute façon embêtant pour le voisinage, mais même pour les services, parce qu'il faut intervenir régulièrement. Et c'est évidemment pas l'idéal. Donc on travaille là-dessus. Concernant le bien-être justement du voisinage, le système de surveillance est toujours évidemment actif, le système de garde est toujours informé. On a décidé, ne fût-ce que déjà temporairement, de neutraliser la sirène extérieure. On est toujours averti, donc le système de garde fonctionne, mais au moins en termes de désagrément, tant qu'on n'a pas trouvé la solution à ce problème ici qui de nouveau redevient redondant, au moins on a neutralisé cette source d'inconfort. Voilà. Merci. La 5e question par Madame Mathieu sur la gratuité scolaire. Oui, bonjour. Le mois passé, je vous avais interrogé sur la problématique de la gratuité scolaire. Je rappelle la situation. La ministre Clartini a décidé d'imposer au pouvoir organisateur le système de gratuité des frais scolaires à chaque enfant
jusqu'à la 6e année primaire, tout en réduisant le financement de 60%. Nous étions restés sur notre faim devant la réponse du collège qui nous avait annoncé être en réflexion. La modification budgétaire qui annonce une diminution de plus de 500 000 € a-t-elle nourri vos réflexions? Merci, Madame Denet. Je finis de l'enseignement. Oui. Le collège a en fait suivi le décret programme du 17 décembre 2025 qui révise les mesures relatives à la gratuité scolaire. Celui-ci prévoit donc un montant forfaitaire de 20,52 € par élève maternel et 24,52 par élève de primaire jusqu'à la classe de P5. Les élèves de P6 seront concernés à partir de l'année prochaine. Lors du collège communal du 27 avril, il a été décidé d'allouer 45 € par élève en maternelle, soit plus du double, et 40 € par élève pour le primaire, et ce jusqu'en P6. Donc on englobe la P6, même si ce n'est pas ce qu'a décrété Madame Glatini. Aujourd'hui, donc, il a décidé de continuer comme précédemment à allouer 10 € par élève du primaire P6 compris toujours pour les manuels et les journaux de classe, comme précédemment. La différence à charge communale est donc de 19,48 € par élève maternel et 25,48 € par élève du primaire jusqu'en P6, manuel inclus. Cela représente donc un total sur fonds communaux de 7 042,40 € pour les maternelles et 17 606,68 € pour les primaires. Tous les élèves de la classe d'accueil à la P6 recevront donc les fournitures scolaires dont un total de 25 009 € seront financés sur fonds propres. Quant à la MBA, il faut savoir que les subventions pour la gratuité sont à présent versées en subvention de fonctionnement, donc non plus comme avant. Et pour être tout à fait complète, il a donc fallu procéder à des modifications comme suit dans les recettes, soit des retraits de subventions relatives à la gratuité scolaire maternelle et primaire pour un total de 54 048 € et un ajout de 21 894 € en subvention de fonctionnement. Voilà. Merci à tous. Ceci clôture alors la séance publique de notre conseil communal. On vous donne rendez-vous alors a priori le 22 juin, mais il se pourrait que pour des raisons d'échéance, vu que le conseil communal suivant soit en septembre, on retarde de quelques jours la date. Donc on vous revient dès qu'on a l'information. Bonne soirée à tous.